Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 26 février 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, de quelques actions qui sont sur le CAC, notamment les grosses variations, les actions américaines avec toujours les technologiques qui sont en forme, et puis on finira avec le Bitcoin. Et avant ça, les chiffres économiques. Alors pourquoi on parle souvent des chiffres économiques dans le monde et surtout aux États-Unis notamment? Parce que les entreprises qui sont sur le CAC 40, notamment les plus grosses, elles ont une très grosse partie de leur chiffre d'affaires qui sont hors de France et hors d'Europe. C'est-à-dire que leur marché principal, ça va être le marché mondial et donc les gros acheteurs, à la fois la Chine et les États-Unis. Alors on a déjà parlé notamment avec LVMH notamment ou Hermès qui ont beaucoup de clients en Asie notamment. Et les grosses, c'est pareil, hein, les grosses cotées au CAC 40 ou même au SRD ou SBF, c'est pareil. Les grosses capitalisations françaises ont beaucoup de ventes à l'extérieur. Donc ces chiffres économiques au niveau mondial sont toujours intéressants à noter. Après, on a des petites valeurs qui, elles, ne vont pas vendre énormément au marché étranger. Et donc, ces chiffres économiques vont être beaucoup moins importants et ce sera plutôt le marché domestique, en l'occurrence le marché français, qui sera à regarder. Mais quand on parle généralement des grosses valeurs, celles qu'on suit généralement, les grosses capitalisations, c'est en relation avec tout le marché économique mondial. Alors justement, les chiffres économiques, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Un début de semaine toujours assez faible, notamment aujourd'hui, hein. Alors demain, à 14h30, on aura aux États-Unis commande de biens durables. Ça, ce sera à 14h30 et ça risque de faire un peu bouger le marché. Ce sera les principales, parce qu'après, il faudra surtout attendre l'IPC en France jeudi matin. PCE Core à 14h30 aussi aux États-Unis. Et surtout vendredi, on aura les chiffres sur les PMI, comme d'habitude, pour mesurer un peu l'état de la santé économique, à la fois sur le manufacturier et le non manufacturier. Donc vendredi, toute une salve dans la journée. Et pour toujours un peu mesurer un peu ce secteur économique. On a toujours les résultats qui continuent en France et aux États-Unis. Notamment, alors vendredi, on va faire par l'inverse, on va commencer par vendredi, on aura Vallourec. Jeudi, on aura Air France qui est toujours énormément vadé, c'est une valeur qui m'intéresse pour l'année 2024. J'attends un peu que le que les fonds qui sont contre le cours commencent à quitter la position. Alors, on peut toujours jouer éventuellement, c'est ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire que quand les vendeurs à découvert sont obligés de se racheter, ça monte généralement très fort, très haut, très rapidement. Mais on attend un peu quand même des confirmations sur cette action-là en particulier, mais le secteur aérien est toujours plutôt favorable, donc ce sera à surveiller. Saint-Gobain également, Veolia jeudi. Mercredi, pas mal d'actions, dont Snowflake, Nexity, Eiffage, Serinov, Neoen, Worldline, De Koninck. Mardi, alors ça va nous intéresser, donc demain, on va voir justement. Alors après ces actions-là, on va en reparler tout à l'heure. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 qui perd combien? Qui perd 0,46. Pas véritablement de changement sur le CAC. On est toujours dans cette tendance haussière portée par les résultats qui sont toujours très favorables et puis la résilience un peu du secteur économique aux États-Unis. Donc on va pas s'y attarder plus que ça, on va regarder juste les grosses variations. Et oui, pour l'action du lundi, je ferai le débrief de l'action du lundi en cours de semaine, je la fais pas aujourd'hui. Alors sur le CAC 40, qu'est-ce qu'on a? On a notamment les Thales qui prend de 2,3, mais on le voit, c'est toujours je gagne, je perds, mais je reste dans la même zone. Donc pour l'instant, rien de neuf sur Thales. On peut noter quand même un petit point positif, c'est les volumes depuis le 14 février qui sont plutôt en hausse. Donc on peut voir quand même des achats à bon compte ici pour peut-être repartir vers le haut. Ce serait plutôt mon scénario, moi, sur Thales.
Et enfin, ce qui n'a pas trop marché, Carrefour qui baisse. On avait parlé Carrefour, hein, c'était une belle explosion suite au résultat, mais toujours sous cette moyenne à 200 ici, et puis la tendance qui est à la baisse. C'est un peu compliqué sur Carrefour. Alors si elle veut relancer une tendance à la hausse, ce qui n'est pas impossible, on l'aura certainement pas en ligne droite, mais il faudra construire avant, c'est-à-dire revenir peut-être sur support, refaire la tentative sur la moyenne à 200, faire un échec, reconstruire un peu plus haut, et enfin repartir. Ça va mettre du temps sur Carrefour, je pense. Et c'est peut-être pas l'action qu'on va privilégier ces prochains mois. Alors, je voulais parler aussi des résultats, ça c'est fait. Et, ah oui, je voulais parler de Boiron. Alors, Boiron, ils ont fait la famille qui possède une grande partie du capital a voulu retirer l'action de la cote. Donc elle a fait une OPA qui a échoué, hein, parce qu'ils étaient environ à 75% du capital. Ils sont montés à près de 79%, mais l'objectif c'était 90%, hein, pour retirer la valeur de la cote. Donc c'est une OPA qui a échoué. Et on les retrouve ici autour des 36 euros. Il y avait déjà ici, le 18 octobre, un dividende. Alors c'était un dividende assez énorme, je crois que c'était 10 euros, hein, quand on voit que la valeur était à autour des 45 euros, 44. C'était assez important. Donc malgré ça, ça n'a pas suffi. Il n'y a pas assez de personnes qui ont apporté leur titre, hein, qui sont dessus. OPA a échoué, mais la valeur peut, je pense, être assez intéressante pour la suite. Donc c'est peut-être une valeur qu'on va suivre, hein, en spéculatif. On a le gap ici à 31,87. On a la grosse baisse. Il faut voir comment elle évolue prochainement, notamment si on arrive à revenir au-dessus des 36,6. Si c'est le cas, on peut rejouer quand même une hausse et puis peut-être une nouvelle attaque de la famille avec une offre un peu plus élevée sur Boiron. On va parler juste des technologiques, mais avant ça, on va parler des résultats demain, notamment sur Adocia qui annonce ses résultats demain. On est toujours plutôt favorable. Alors c'est une biotech, hein, ça peut être assez spéculatif et surtout ça peut bouger avec les résultats, hein, phase 1, phase 2, phase 3 mis sur le marché. Peut-être plus que les résultats, mais le graphe il est toujours plutôt favorable sur Adocia. On a une grosse baisse de la volatilité, on a quand même ce support à 9,40 qui tient, donc on attend des bonnes nouvelles. Et le cours est toujours haussier, donc c'est plutôt favorable et ce sera à suivre également demain. Euh, on a quelques grosses valeurs du CAC avec Bouygues et Eurofins Scientifique. On attendra plutôt demain pour en reparler. Edenred aussi, Edenred on attend le petit rebond, hein. Edenred qui s'est fait défoncer dernièrement pour des fraudes dans sa division italienne. Moi je crois toujours peut-être à un possible rebond technique. Pour l'instant il n'a pas lieu. On tient le support à 49,17. Il est juste au-dessus. Les résultats demain vont certainement donner un gros coup de boost, hein, à la hausse ou à la baisse, donc il faudra en prendre compte et éventuellement solder la position si on joue le rebond technique et que ça part plutôt vers le bas. On a également Bouygues, on en reparlera après, Eurofins Scientifique et Flatex de Giro. Alors Flatex de Giro, ça peut être intéressant parce qu'elle a une config plutôt pas mal. Parce qu'il y a quand même sur la bourse et les brokers, les courtiers, qui ont déjà annoncé leurs résultats qui étaient plutôt pas mal. Il y a eu un certain engouement aussi pendant le Covid, hein, pour la bourse et les particuliers. Donc tous ces courtiers ont quand même bien profité. On en avait parlé de Giro, ils ont commencé avant, donc ils ont profité de cette période aussi pour augmenter leur prix, augmenter leur marge. Et je pense que les résultats qui vont être annoncés prochainement devraient être plutôt super intéressants. Alors je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer. Ça c'est juste pour le côté un peu fondamental, même si j'ai évidemment pas les chiffres. Sur le côté technique, on voit qu'après la grosse baisse, hein, 2021-2022, on a cette période ici où on va chercher un support, on accumule, et puis un début de retournement ici, fin d'année 2023, un peu comme tout le monde, hein, octobre-novembre, ça a été un peu la clé où tout a redémarré. Euh, elle est montée presque au niveau de sa résistance, hein, ici du mois de novembre 2022.
Elle consolide et elle consolide où? Ici, sur la moyenne à 200, le chandelier, il est intéressant, celui du 14 février. On vient tester la moyenne à 200, on réagit, on revient tester ici l'oblique et puis les résultats demain peut-être pour partir assez fort. Elle a déjà cassé l'oblique RSI, on est en territoire négatif au niveau de la MACD avec déjà l'inversion de tendance, déjà les histo verts, un peu de volume ces derniers jours. Elle a un peu tout pour partir, donc ça peut être intéressant également de jouer de Giro assez prochainement, hein. Même, on verra avec les résultats, mais même après les résultats, hein, s'ils sont bons, ce sera certainement à suivre. Et puis on va parler des valeurs américaines. Alors on va commencer avec Nvidia. C'est un peu la grosse cote, hein, en ce moment. Les résultats qui ont été annoncés ici entre le 21 et le 22, largement acheté. Le lendemain, on reste à peu près sur les mêmes niveaux. Et puis aujourd'hui, lundi, donc on reste pareil sur ces niveaux-là. Et on gagne 1,3, mais il ne se passe rien depuis hier, depuis 2 jours. On monte quand même super haut. C'est un des leaders, ce qui explique à chaque fois pourquoi elle se taille la part du lion, parce que quand on est comme ça leader, on a la plus grosse part de marché, on peut se permettre aussi des fusions, des acquisitions, d'acheter les petits, on a plus de marge, donc c'est généralement cela qu'il faut privilégier. On va le voir après, regardez, là je vous ai mis le pourcentage par rapport au 1er janvier 2023, donc en un peu plus d'un an enfin en un peu moins d'un an et 2 mois. On a fait plus 430% sur Nvidia. Donc c'est absolument monstrueux, hein. C'est presque du. Enfin, si, c'est déjà vu, mais pour une grosse valeur comme ça, c'est incroyable. Et ça démontre un peu toute la force qu'elle a. Maintenant, ce qu'on va chercher à savoir, c'est le potentiel. Est-ce que Nvidia a encore du potentiel et ses différents concurrents, ce qu'ils vont pouvoir faire face à cette concurrence. Donc Nvidia, résultat pour l'instant acheté, mais il n'y a pas de grosse continuation pour l'instant. Les 2 derniers chandeliers sont plutôt neutres. Euh, il n'y a pas on va pas pour l'instant vers le bas. C'est trop tôt pour trouver véritablement une tendance, pour savoir si Nvidia va continuer sa folle course vers le nord, ou alors elle va consolider un petit peu plus gentiment. Donc pour l'instant, si on est dessus, il n'y a pas grand-chose à faire. On surveille surtout cette zone de gap, hein, autour des 689, 690. Et ces prochains jours vont nous indiquer un peu la marche à suivre. Pourquoi j'ai mis les 430%? Parce qu'on va s'intéresser surtout aussi aux concurrents. Et donc il y a Intel. Intel qui va recevoir pas mal avec un seul L, avec pas mal de subventions, notamment des États-Unis et de l'Europe aussi, qui va construire des usines et qui devrait bien repartir. Alors Intel, on regarde la progression, hein, pareil par rapport au début de l'année 2023 à aujourd'hui, elle a fait 66%. Alors c'est pas son plus haut, hein, elle était un peu plus haut ici, mais même là, elle était même pas à plus 100%, c'est-à-dire par rapport aux 400% de Nvidia, on est beaucoup moins bien. C'est une valeur aussi qui était assez haute, qui a perdu un peu de sa superbe, mais qui, avec l'engouement de l'IA et de tout le secteur technologique, reprend un peu des couleurs, mais elle a un certain retard. Alors, quand on achète comme ça des actions et qu'on vise des secteurs particuliers, généralement on préfère un peu les leaders, parce que c'est eux qui vont nous faire la marge la plus importante. Maintenant, donc on voit, hein, que la progression elle a été plutôt faible par rapport à Nvidia. Est-ce qu'il peut y avoir un rattrapage ou pas? On va regarder cette figure qu'elle nous met dernièrement. Alors je vais virer la progression, hein, pour que ce soit plus clair. Cette figure qu'elle nous met ces dernières semaines, avec éventuellement ici une épaule, la tête, une épaule, la ligne de cou. On sait que quand on a une figure épaule, tête, épaule et qu'on casse la ligne de cou, généralement c'est un signal très fort à la baisse. C'est-à-dire que si on casse les 41 ou les 38 à peu près, on risque de retrouver Intel, peut-être ici, hein, sur les 36 ou les 32, ce sera un signal très négatif. Mais pour l'instant, ce signal il n'est pas validé parce qu'on ne l'a pas cassé à la baisse. On pourrait avoir plutôt une phase de congestion ici, qui parte vers le haut, qu'on va surveiller ici avec l'oblique RSI et puis pareil ici avec la MACD. Donc pour l'instant, ça sera plutôt à surveiller, comme sur Nvidia, hein. Il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de résultats.
pour éventuellement changer, switcher, voire jouer un rattrapage, ce sera à surveiller. Pour l'instant, il n'y a pas trop de confirmation. C'est pour ça qu'on évite d'anticiper à chaque fois, mais ça se surveille. Et oui, et je voulais parler d'armes aussi. Par rapport à ces deux gros-là, qui sont plutôt pour moi en suspens, c'est plus intéressant de toujours jouer sur armes. Euh, la entrée en bourse ici, IPO, au mois de septembre dernier, en 2023, on l'avait joué, on l'a rejoué aussi dernièrement. Pourquoi? Parce que les résultats ici ont été monstrueux. On a tout cassé en une journée et puis ça a continué. Et j'en avais parlé récemment. Quand on a des volumes comme ça qui sont soutenus sur plusieurs jours après les résultats et qui sont toujours sans commune mesure avec ce qu'on avait avant, c'est-à-dire que si on peut avoir des chandeliers énormes sur un résultat, le lendemain un petit peu moins, et puis après on revient à la normale, c'est généralement ce qui se passe. Mais quand on a ici des résultats, des volumes monstrueux, moi ça me fait dire, alors évidemment c'est pas sûr à 100% comme d'habitude, hein, mais statistiquement on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir une continuation de la force et du momentum pour aller chercher des nouveaux plus hauts avant de commencer à consolider. On a ce gros gap ici, ce gap haussier qui est pas voué à être comblé tellement on a de volume d'achat, hein, et a priori on a encore de la force pour aller chercher, je pense, un peu plus haut. Donc les valeurs techno comme ça, peut-être privilégier celles qui ont encore une force, hein, un momentum assez fort et beaucoup d'acheteurs qui sont dessus. Donc ARM, je pense qu'elle devrait aller taper les 170 assez prochainement. Et enfin, oui, je voulais parler du Bitcoin. Il est là, le Bitcoin, qui fait une grosse journée aujourd'hui. Mais moi, je me méfie un peu d'une petite correction qui pourrait arriver prochainement. Alors, on parle toujours du halving, hein, au printemps, probablement au mois avril ou mai, qui pourrait peut-être, comme ça a été le cas dernièrement, hein, rebooster un peu toutes les cryptos et le Bitcoin en particulier. Moi, je vois un peu ce genre de canal ici, où on serait plutôt dans le haut. Donc avec une petite conso court terme, hein, parce qu'on est toujours largement favorable et haussier sur le long terme sur le Bitcoin, mais on commence à se rapprocher ici, on le voit, hein, on a buté un peu. Alors aujourd'hui, on revient taper ces piles, hein, sur l'oblique ici qui est créé avec les plus hauts ici, de juillet 2022, qui est parallèle à cette oblique sur les plus bas, hein, de la fin 2022, début 2000, non, si, début 2023. Donc sur le Bitcoin qui a déjà énormément progressé, on va regarder aussi l'écart avec la moyenne à 200. On en est à 46%. Alors on sait que sur les technos et sur les cryptos, ça peut être un peu plus élevé que d'habitude, mais déjà ça commence à être important. Euh, la tendance, si elle est toujours très forte à la hausse, je pense qu'elle mériterait un peu de conso. Pourquoi? Parce qu'on regarde la MACD, on est allé très haut au niveau de la MACD, on va forcément consolider. Et on a déjà eu dernièrement des consolidations qui nous ont amené encore plus haut, ce qui est assez rare, hein, qui est un gros signe de force, hein, les consolidations soit à plat, soit encore plus haut. C'est ce qu'on a eu ici. On a eu des consolidations et le cours a continué de monter. Ça, c'est pas voué à continuer éternellement, forcément. C'est plutôt une anomalie, hein, ce genre de choses, qui nous donne un signal de force intéressant, mais forcément, plus on va vers ce genre de config, plus on s'approche de la fin et donc d'une véritable consolidation où le cours va aller un peu plus bas. Donc moi, c'est ça que je vois sur le Bitcoin. On verra prochainement, mais je pense qu'il faudrait peut-être, euh, si on est toujours en mode trading sur le Bitcoin, si on vise le long terme, on touche à rien, mais peut-être alléger ou mettre des stops, hein, sur le Bitcoin. Et viser peut-être à minima une zone autour des 43 500, 44 000, ce sera peut-être l'objectif numéro un sur la première conso. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis quelles actions vous suivez généralement et auxquelles vous croyez. On en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!